Et maintenant? Ah, maintenant, oui, bien sûr, oui. Allez. Ok. Alors, Nordine, tu annonces, voilà. Je te laisse la primauté d'annoncer. Ok. Chers amis, bonjour. Encore une fois, très heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio El Ghorba avec notre éminent historien Nordine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est d'actualité. C'est l'exil. L'exil dont nous, en tant qu'Algériens, nous connaissons cet exil. Ou c'est un exil forcé, l'exil économique, ou tout simplement parce que nous avons été exilés. Alors, l'exil, c'est Nordine, c'est un sujet effectivement qui est très très sensible et je ne sais pas quelle définition on peut lui donner parce que l'exil dans la définition française, c'est qui est dans la bouche, c'est quand on force quelqu'un à partir. Mais maintenant, moi je vais un petit peu reprendre l'histoire. L'exil, c'est d'abord un mythe fondateur qui permet de nous situer dans une constituante de culture. Vous savez, si on prend le récit biblique, le premier exilé, c'était Caïn, suite à la dispute qu'il a eue avec son frère et malheureusement il l'a tué, donc il a dû s'exiler, il a été exilé plus exactement. Donc le mot exil signifie hors d'ici, hors de ce lieu. Il implique donc l'idée d'un lieu privilégié parmi d'autres. Il implique aussi l'idée d'un point de départ, partir de quelque part pour aller ailleurs. Mais cet ailleurs, lorsqu'on est dans l'exil, comment peut-on survivre? Donc, il faut être aussi créateur pour survivre dans l'exil. Et les notions d'exil et d'errance sont complexes. Elles ont souvent été employées dans un sens métaphorique par des écrivains et d'autres artistes afin d'exprimer des pertes, des déplacements, l'absence d'un lieu dans le monde, des ruptures, des sentiments d'exclusion ou de distanciation par rapport à la société dans laquelle on avait l'habitude de vivre. Malgré la force des évocations métaphoriques, il est important d'approfondir ces deux notions et leur éventuel lien d'un point de vue sociologique afin de mettre en évidence ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, Nordine, si tu veux bien, pour comprendre cet exil dans les sociétés contemporaines. Donc cet objectif sera, en tout cas humblement, avec beaucoup d'humilité, on va essayer de clarifier ces formes prises par les phénomènes d'exil et d'errance et d'établir leurs éventuelles similitudes et différences, d'analyser les processus qui amènent à leur superposition dans certains contextes. Oui, l'exil, c'est lorsqu'on est amené à vivre ailleurs. On devient des personnes errantes en espérant trouver un bonheur dans cet ailleurs. Voilà, Nordine, si tu peux continuer sur cette lancée. Merci, Mohamed. L'exil, pour moi, c'est quelque chose de catastrophique. Parce qu'il y a des exils, tout à l'heure, vous avez soulevé un problème, des exils forcés. On a décidé de s'exiler. Et la plupart de la communauté musulmane, quelle qu'elle soit, parce que c'est pour les musulmans qui habitent la Tunisie ou l'Europe, pour l'exil, c'est quelque chose les gens ne penseraient même pas un jour quitter leur pays pour aller s'installer ailleurs. Absolument. Moi, quand j'étais jeune, à Constantine, il y avait des voisins juifs, des voisins musulmans. Et à chaque fois, quand quelqu'un, par exemple, devait prendre la route pour aller à Annaba ou à la Skida, et les femmes, elles venaient avec un peu d'eau, et elles lui balançaient un peu d'eau sur les avec les raham, même filles, pour qu'il revienne. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, là, par exemple, notre exil. Nous sommes exilés à deux reprises. Pourquoi nous sommes exilés à deux reprises? Nous sommes exilés parce que nous avons été obligés de s'exiler pour sauver notre tête, il faut le dire. La plupart des gens chez nous, donc aussi dire, rester pour se faire emprisonner ou la quitter ce pays-là. Et c'est là, il y a la douleur, c'est là ce qui fait le plus mal. Quand on a vécu dans un pays, on a grandi dans ce pays, on a nos habitudes, on a nos coutumes, on a nos mœurs, et on se retrouve dans un autre pays. Et quand on se retrouve dans un autre pays, le bonhomme, il peut se marier, il va créer encore une autre famille,
Les enfants donc, ils vont grandir, c'est leur pays, c'est plus l'Algérie ou la Tunisie. Leur pays, c'est là où ils sont nés, où ils ont grandi. Et donc l'Église, là, on est en train de le supporter de notre naissance jusqu'à notre fin. C'est ça pour moi l'exil, parce que l'exil, c'est quelque chose de catastrophique. Quand il y a des gens, par exemple, qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour des pacotis, pour des choses inexistantes, et ce qui leur fait le plus peur, et de dire, si demain je meurs, je vais aller être enterré où? L'exil, on a été obligé. Si c'était à refaire, on ne l'aurait jamais fait. Asloka, bled que tu veuilles ou pas. Mais malheureusement, on est arrivé à un stade qu'aujourd'hui, que l'exil, c'est quelque chose. Il y en a des milliers de personnes qui s'exilent en Amérique, de partout, de partout. Voilà, moi, ce qui me fait vraiment de la peine, même dans les cimetières, aujourd'hui, des exilés qui avaient toujours espoir de rentrer chez eux, ils sont morts dans ce pays et ils étaient obligés d'être enterrés dans des cimetières. Peut-être qu'ils n'auraient jamais un jour, ne serait-ce que penser qu'ils finiraient la fin de leur vie dans un cimetière qui n'est pas le leur, parce que ce n'est pas leur terre, bien que c'est la terre qui appartient à toute l'humanité. Aussi, pour moi, l'exil, c'est quelque chose d'atroce, quelque chose je vais essayer, je vais essayer de. Il était à Paris en 73, il me semblait, et il a vu des jeunes Algériens. Pour lui, c'était des Algériens. Pour essayer de parler cet exil. Le titre, c'est la patrie que je suis en train de. Il y a un message que tout le monde connaît. Voilà, Inch'Allah, je vais vous le lire. Oui, voilà, bien sûr, please. Les tuer par la patrie. Depuis que je suis à Paris, je vois pendant mes déplacements au métro des jeunes visages au profil algérien. Et la pensée qui m'a saisi, c'est que ces jeunes mourront un jour sans rien connaître de leur pays et de leurs ancêtres, ni rien qui leur rappelle qui sont ou qu'ils étaient algériens. Ce sont peut-être fils de harki ou d'exilés pour le travail, de toutes sortes, mais ils ont le même sort. Quand ils mourront, on pourra ériger à leur mémoire. Je sais où une colonne comme celle qu'on érige en France pour les enfants morts pour la patrie, mais leur colonne portera cette inscription aux enfants tués par la patrie. L'Algérie est indifférente. Le mois d'août 1972. C'est très émouvant ce que tu viens de lire là. Voilà, c'est ça. Même si demain, quand il Sahar Bimoula qui rentre chez lui, même là-bas, on est des étrangers. Parce qu'on a passé les 3/4 de notre temps de ne pas vivre dans notre pays d'origine. Les gens, ils vont vous voir comme un étranger. Ils ne vont plus vous voir comme un citoyen algérien, un tunisien ou un marocain. Ils vont vous voir comme un étranger. Donc l'exil, c'est quelque chose de catastrophique. C'est je vous laisse la parole, c'est Mohamed. Bah, après ce que tu viens de dire, tu sais, c'est très difficile de rester insensible à ce que tu dis. Là, tu es en train de me dire que l'exil, aujourd'hui, ça a aussi un visage de l'exclusion. Non seulement dans le pays dans lequel on a été exilé et qui ne nous accepte pas, on sera toujours l'émigré, on sera toujours l'étranger, mais en plus, lorsqu'on est loin de chez soi et qu'on va retourner chez soi après cet exil, on ne se sent plus non plus chez soi. Alors c'est là où je dis que l'exil nous rappelle qu'on n'est jamais chez soi avec l'inconscient. Mais on est mis à nu d'une façon saisissante eu égard à cette séparation. On essaie, comme tu viens de le dire à l'instant, de retrouver nos repères. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de faire face à cet obstacle que tu viens de décrire là dans le discours que tu viens de lire? La filiation, où est-elle? C'est pour ça que, quelle que soit la manière dont on parle de cet exil, on ne peut pas enlever cette souffrance qui va avec. Ce passage de l'exilé, on sait qu'il part parce qu'il a été obligé de partir, mais
au point d'arriver, c'est aussi, encore une fois, une autre souffrance, parce qu'il ne peut pas oublier d'où elle vient. Je ne sais pas si j'exprime avec autant d'émotion, ou si tu me comprends, Nordine, ce que je veux dire, c'est soit où on est exilé par le physique parce que c'est plus l'endroit où on est né, où on a notre culture et nos points de repère, comme tu disais, mais l'endroit où on va, où eux aussi ne nous acceptent pas. Ils ne nous acceptent pas parce qu'on est différent par la langue, parce qu'on est différent par la religion, parce qu'on est différent eu égard à l'historicité des deux pays cette historicité qui a entre nous 132 ans de colonialisme. Là, je parle des Algériens. Donc cet arrachement de cet exil forcé, je ne sais pas comment on peut le propulser pour un meilleur avenir. Bon, je suis peut-être en train de dépeindre une toile très très noire de l'exil, mais moi c'est comme ça que je la vis. Par exemple, même si alors aujourd'hui le thème de l'immigration, il domine le débat politique, mais cette immigration, c'était au départ des exilés. Et l'histoire semble vouloir les oublier. Alors, je ne sais pas comment aujourd'hui on peut déjouer cette condition de l'exilé. Comment on peut s'évertuer lorsque quelqu'un consacre sa vie à constituer son lieu d'existence et à forger pratiquement des mythes de son origine parce qu'il ne sait plus où il est. Et c'est, encore une fois, la filiation, pour moi en tout cas, cette filiation, c'est la première marque de l'identité, notre identité qu'on est en train de perdre et qu'on essaie de rattraper. Mais encore une fois, comme tu as dit, par exemple, pour ces cimetières, etc., tout ça, comment faire pour avoir ou construire ce pont entre cet exilé que nous sommes, en quelque sorte, et puis d'essayer de revenir à nos racines. Comment on peut faire d'un côté l'intégration et comment on peut faire ne pas faire par contre pour oublier son langage, etc. Enfin là, je te laisse la parole parce que je suis tellement ému, je ne sais plus comment exprimer. Toi, c'est Mohamed, pour moi l'exil, c'est même quand on retourne chez nous. On a l'impression d'être des étrangers. Pourquoi on a l'impression d'être des étrangers? Notre génération, la plupart, ils sont disparus. Il y a une nouvelle génération qui s'est créée, qui a 30, 40 ans, qui n'ont jamais connu les difficultés d'exil, qui n'ont jamais connu les problèmes de ce que nous avons vécu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même l'exilé, quand il rentre chez lui, il est devenu le même si. Dans un endroit que la tombe elle est abandonnée et personne ne viendra ne serait-ce que se recueillir. Bon, là-bas, le problème qui se pose, c'est que chaque vendredi, à chaque fois qu'on tient un enterrement, il y a le doua pour tous les défunts, pour tous les. Voilà, même aujourd'hui, quand on descend là-bas, cette génération, peut-être qu'on ne leur a pas inculqué cet amour des parents, cet amour de leurs copains, leur. Et aujourd'hui, on le paye très cher. Parce que si Mohamed on a dans 10-15 ans, si Dieu nous prête vie, on va se faire enterrer où? Oui. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va venir se recueillir sur la tombe? Même dans la mort, on est exilé. Même dans la mort, il y a un exil. Moi, ce qui me fait vraiment, qui me chagrine, et toute la plupart des hommes politiques algériens lorsqu'il y avait l'opposition dans les années 70-69, Tahar Zbiri, et tous ces gens-là, ces géants de la politique, quand ils étaient en France, là, ils étaient malheureux. Le jour où Chadi Blijdid est venu, il a pris le pouvoir, il a dit, allez, rentrez chez vous. Il n'y a pas un qui est resté à l'extérieur de l'Algérie. De suite, les gars, parce qu'il y a les 10 années où l'exil qu'ils ont subi, parce qu'ils ont subi, il a laissé des traces énormes. Voilà, c'est pour ça que nous sommes, je dirais, nous sommes des condamnés. Voilà, nous sommes condamnés. Peut-être jusqu'à la fin de notre temps, mais quand même, c'est malheureux. C'est malheureux. Juste pour information, c'est Mohamed, ici à Marseille, il y a un cimetière qui s'appelle le cimetière des Vaudrons.
Le fils, c'est Abdelrahman Fers, qui était le premier président de l'exécutif. C'est le premier président de l'Algérie. Son fils, Fers Nabil, même jusqu'à aujourd'hui, les livres, il a écrit beaucoup de livres. Les livres, ils se vendent à 50-60 euros, même après sa mort. Et il est enterré à Marseille. Et j'en suis persuadé que l'enterrement les moments où il devait quitter ce bas monde, quelle a été sa réaction, en sachant qu'il va être inhumé dans un pays qui n'est pas son pays, inhumé dans un pays qui a eu la guerre contre la France et tout ça. Il y a ces moments difficiles de passer de la vie à la mort. Et il y en a d'autres, il y en a beaucoup de personnes qui ils étaient obligés, pourquoi? Parce qu'ils étaient mariés, leurs enfants ils s'opposaient, ils devenaient في البلاد. Donc, vous voyez, moi, dernièrement, lorsque Idir il a été enterré à Paris, j'étais peiné. Un bonhomme, quand même, qui était un symbole pour toute l'Algérie. Qu'on le veut ou pas, un symbole. Même si on s'entend, c'est un symbole. C'est un symbole. Se faire enterrer. Il a passé toute sa vie pour chanter pour l'Algérie, pour son pays, pour son amour, pour tout ça. Et après, à sa mort, enterré à Paris. Quand même, c'est des images qui restent. On ne peut pas l'accepter. Il y avait Maître Oussedik à Paris. Lorsqu'il est décédé, sa femme elle était française. Et pour l'inhumer, ils ont voulu, c'était la Fédération de France et tout ça, ils ont voulu faire tout leur possible pour qu'il soit inhumé en Algérie. Sa femme s'est opposée. Voilà, la loi, elle donne raison quand même. Sa femme, c'était pas son priorité. Et ses amis, ils ont saisi la justice. Et bien, le juge a donné l'autorisation que si vous voulez l'enterrer en Algérie, vous pouvez le faire. Et qu'est-ce qu'il a donné comme argument pour argumenter? Il a dit ce bonhomme-là, il a combattu la France. Il a été un avocat. Il a défendu la FNL. Donc, si vous voulez l'enterrer en Algérie, vous pouvez le faire sans aucun problème. Et tout ça, ça nous ramène à l'exil. Ça nous ramène à l'exil. Ben, c'est-à-dire que lorsque tu parles d'exil, des personnalités comme ça, moi, ça me chagrine d'autant plus, c'est qu'on fait fi de l'histoire qui les relie à leur pays. Tu viens de parler de Sédic, tu viens de parler de Fares, etc. Mais moi, c'est toi que je pose une question aussi. J'espère que je ne vais pas t'embarrasser avec moi. Quand tu parles d'exil, que penses-tu alors de l'exil de l'émir Abdelkader? Un homme qui s'est battu. C'est catastrophique. Tfadal. Catastrophique, c'est catastrophique. Moi, j'ai eu la chance les journées du patrimoine ici en France, chaque année, ils font une journée pour le patrimoine. Et il y avait le fort militaire où il était emprisonné à Toulon. Et quand on est allé pour visiter l'endroit où il a été emprisonné, avec les fers, même les fers qui le tenaient. Et maintenant en France, il y avait quand même une certaine sincérité. Ils ont parlé de toute sa biographie à l'entrée de la série. Voilà, c'est vrai que l'exil de l'émir Abdelkader, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Un bonhomme qui est né dans un pays, qui a combattu dans un pays, et à la fin, il a pris la sage décision, parce qu'il a pris une sage décision de s'exiler, et que la France n'a pas tenu parole parce que on le doit ramener ailleurs. Bien sûr, l'autre est ça. Oui. C'est ça. Et quand on voit aujourd'hui certains qui critiquent l'émir Abdelkader, il ne faut pas trop leur en vouloir. Oh ben si, je leur en veux quand même un peu parce qu'ils sont en train de faire un pied de nez à l'histoire. Moi, l'émir Abdelkader, bien sûr, on peut discuter, mais comme tu dis, il n'avait pas d'autre choix. C'était pour sauver ce qui restait à sauver. Il a été trahi, ça. Parce que moi, je crois même quelqu'un comme Victor Hugo, qui lui-même, soit dit au passage, a été un exilé. Victor Hugo, il a quand même été exilé pendant une vingtaine d'années. Il rend grâce, justement, à l'émir Abdelkader. Vous savez, quand on prend Victor Hugo, tous les livres qu'il a écrits lorsqu'il était en exil, ou la plupart de ces livres que nous connaissons aujourd'hui, il les a écrits en exil. Les Misérables de Victor Hugo, il les a écrits en exil. Les Chansons des rues, des bois, Les Travailleurs de la mer, etc. Et j'en reviens encore une fois à l'émir Abdelkader qui a été reconnu par, justement, ce qu'on appelait à l'époque les orientalistes.
Et ils lui ont rendu grâce. Et pourquoi ils lui ont rendu grâce à l'émir Abdelkar? C'est justement comme tu viens de le dire, parce qu'il a su s'exprimer à partir de l'exil, la souffrance de l'exil. Et aujourd'hui, ceux qui critiquent l'émir Abdelkader, c'est parce qu'ils ne connaissent tout simplement pas son histoire. Ils le traitent enfin, entre guillemets, de traître, etc. Non, il s'est battu, puis à partir d'un certain moment, il a dit, au lieu que ce soit continuer à faire des combats et c'est suicidaire, je préfère moi me sacrifier pour sauver ce qui reste à sauver. Et encore une fois, oui, très bien. C'est Mohamed Ibn Abdelkader, il a pris la décision qu'il fallait prendre en tant que musulman. Si on prend un verset du Coran, il te dit, par exemple, si quelqu'un veut t'attaquer, mais il va venir avec une bazooka, et toi tu vas l'attendre avec une tire-boulette. Ça, c'est un verset coranique. Un verset coranique. Donc, ou bien tu utilises les mêmes armes que lui, avec la même capacité de frappe. Si tu vois, par exemple, que tu es incapable de faire ça, il vaut mieux s'arrêter. L'Imam Abdelkader, il a appliqué un verset du Coran à la lettre. Il savait qu'il ne pouvait plus faire face. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, à cette époque-là, il y avait 3 ou 4 millions d'habitants. La France, déjà, il y avait 20 millions d'habitants. Il y avait des bateaux, il y avait les Français se sont préparés déjà depuis une quinzaine d'années à l'avance. Et c'est pour ça que l'Amir Abdelkader, il a utilisé un verset du Coran. Du moment que je ne peux pas faire face et je vais faire tuer des gens, des innocents pour rien, je préfère me rendre pour s'exiler. Au contraire, il a appliqué un verset du Coran à la lettre. Donc, les gens de chez nous, ils disent n'importe quoi. Tu ne vas pas t'attaquer à la France à l'époque. Il ne faut pas oublier que c'était parmi les grandes puissances de l'époque. La France, elle était beaucoup plus puissante que les États-Unis d'Amérique. Les Français sont même venus, les Français sont allés même pour chasser les Anglais, quand ils ont aidé les Américains. Mais les gens, ils oublient vite. L'Amir Abdelkader, c'est vrai qu'il avait des tribus qui étaient avec lui. C'est vrai qu'ils ont pris le maquis, qu'ils ont pris qu'ils ont tout pris, mais il a vu comme quoi qu'il ne pouvait pas faire face à cette armada des militaires et de l'armée française. Il a préféré pour ne pas faire que les gens ils soient. Au contraire, il a appelé. L'Amir Abdelkader, moi, si je devais le comparer à quelqu'un, avec la sagesse qu'il avait, le Cheikh Mbadi Rahimahullah. Ah oui. C'est un peu, voilà. Mais c'est vrai que l'exil, ça doit être atroce. Moi, je vis aux États-Unis pour te dire l'image de l'Amir Abdelkader. Je vis aux États-Unis, puis tu sais qu'aux États-Unis, je pense qu'on en avait parlé une fois, il y a une ville qui s'appelle Al-Qadr. Et c'était pourquoi était faite cette ville? C'était justement en reconnaissance du combat qu'il était en train de lutter contre le colonialisme. Ce sont 2 Américains. Les noms, bon, je m'en souviens parce que je suis allé là-bas. Il s'appelle John Thompson et un autre qui s'appelle Timothy Davis. Ils ont décidé de faire un petit ranch qu'ils ont nommé El Khadr. C'était en hommage justement du combat qu'il est en train de... Parce qu'eux aussi, ils étaient en train de se combattre contre les Anglais. Et là, Tawana, ils ne veulent pas reconnaître ça. Et c'est là où je me dis, un pays comme les États-Unis qui crée une ville, enfin au départ c'était un petit ranch, c'est devenu maintenant une ville qui s'appelle Qadr, et les nôtres jusqu'à aujourd'hui, au lieu de parler de son exil et cette souffrance de l'exil, cette souffrance qu'il a portée sur ses épaules jusqu'à sa mort, Tawana, ils ne veulent pas prendre ça. Même Napoléon III, il écrivait à l'Émir Abdelkader, et Napoléon III s'est senti coupable lorsque il a été trahi, lorsqu'il devait être envoyé, évidemment, bon, il devait partir, je pense qu'il devait partir à Alexandrie, en Égypte, mais bon, eu égard à l'époque entre les combats qu'il y avait entre la France et l'Angleterre, les Français ont eu peur de l'envoyer en Égypte, parce qu'il va être récupéré, puis ça aurait peut-être créé des conflits, il serait peut-être revenu, etc. Puis finalement, non, il a été à Damas et il est mort là-bas. Mais toujours est-il que Tawana, ils ne veulent pas comprendre la souffrance de cet exil de l'émir Abdelkader. Et je dis encore une fois, l'exil de l'émir Abdelkader, je ne vais pas dire qu'on peut l'appliquer encore une fois à l'exil de notre communauté, mais
nous aussi, ou les exilés, entre guillemets, qui vont devenir des émigrés, qui maintenant vont avoir des enfants français d'origine algérienne, jusqu'à aujourd'hui, ils ont encore les cicatrices de cet exil. Jusqu'à aujourd'hui encore, ils ont toujours, comment dirais-je, la non-acceptance, l'exclusion de la société dans laquelle pourtant ils vivent maintenant depuis 2 ou 3 générations. Alors je dis, il faut retourner à l'histoire. Il y a toujours une raison pour laquelle il y a un exil, toujours. Et on a oublié, Mohamed, les véritables exilés aussi, les gens qui ont été emmenés de force au ban de la Ah Nouvelle-Calédonie. oui, je voudrais que tu en parles. Oui, oui, parle-en, s'il te plaît. Je sais que tu es. Et tous ces jours-là qu'ils ont été, c'est catastrophique. Et le problème, c'est que lorsqu'il y a eu, les premiers temps, il y a eu quelques Français qui ont été envoyés avec ces exilés de force, hein, on les appelait les bannières d'Omm el-Ouad. Mais quand ça s'est calmé, tous les Européens, ils avaient la possibilité de retourner chez eux, en France, en Italie. Par contre, les Algériens, qui ont été emmenés au ban de Cayenne et de la Nouvelle-Calédonie, comme ils n'avaient pas de statut, ni français, ni rien du tout, ils étaient obligés de rester là-bas. Il y a une communauté quand même d'origine algérienne qui est très importante à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et ces gens-là, on doit, c'est le devoir de l'État même, de l'État algérien. C'est ça qu'il faut travailler sur l'histoire de notre pays. Voilà ces gens qui ont donné leur vie, qui ont été emmenés comme des bannières pour peut-être avoir pris un morceau de pain, n'importe quoi. Et on oublie ça. Il y avait un monsieur c'est un monsieur qui était un professeur c'est un lettré en arabe, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il était à la Ligue islamique à l'époque, et il faisait des tournées. Et un jour, il partait en Nouvelle-Calédonie, au chef de cette communauté musulmane qui vit là-bas. Mélangé, c'est devenu beaucoup plus des Calédoniens, c'est même pas des Caldoches, ou là, comment on les appelle. Et quand il a vu ça, ce qui l'a le plus touché, il y avait un cimetière avec les croissants. Ils n'ont pas oublié leurs coutumes, ils n'ont pas oublié leurs habitudes. Et quand quelqu'un y décède, ils sont enterrés de l'enterrer selon le rite musulman. Et il est revenu, je me rappelle, à Marseille, 2-3 mois après, il a pu avoir quand même un fonds pour essayer de construire une mosquée à côté le cimetière de Nouméa. C'est des exilés jusqu'à aujourd'hui. Et quand on les voit parler dans des documentaires, dans des reportages, on voit ces femmes qui pleurent jusqu'à aujourd'hui. Même s'ils n'ont pas connu l'Algérie, même s'ils n'ont pas connu. Mais leurs parents, ils ont connu leurs grands-parents. Et ils sont restés marqués par cet épisode quand même qui est désastreux. C'est peut-être la chose il n'y a pas de comparaison. L'exil, surtout quelqu'un qu'on oblige à s'exiler. Quelqu'un qui s'exige de son plein gré au bout de 10, 15, 20 ans, il rentre chez lui. Mais quelqu'un qu'on est obligé qui s'exile de son pays, c'est ça qui fait le plus aussi mal. Ben là, tu sais, quand tu abordes ce côté de l'exil, cet exil comme une obligation de quitter l'endroit où on se trouve, et en plus, ça se fait toujours dans un contexte de violence. Tu viens de citer Hadou, les pauvres exilés qui ont été envoyés au bagne, et pour une durée en plus qui est pratiquement imprévisible. Et comme tu as dit encore en justice, pour les Européens, on les a laissés rentrer chez eux, mais eux, on n'aura pas donné la possibilité de rentrer chez eux. C'est cette définition qui met en évidence les liens entre ces dimensions complexes de comprendre, comment dirais cet exil forcé. Et moi, je compare ça encore une fois, j'ai dit cet exil forcé pour les gens du ban, moi, c'est cet exil forcé de ces émigrés qui sont venus en France durant les années glorieuses de 50, 60, 70. Et puis avant ça, on en a déjà parlé, ces pauvres Algériens qu'on obligés d'aller se battre sur les champs de guerre de Verdun, voilà, de Monte Cassino. C'était aussi une forme d'exil obligé. On leur mettait l'uniforme pour aller se faire tuer, et en même temps, on n'a rien fait pour les réintégrer par la suite. Ça, c'est pour rejoindre un petit peu ce que tu disais à l'instant. Cet exil, c'est
qui est fait sur ces gens-là, sur ces individus, il y a une rupture radicale qui se fait dans la société de laquelle on les a enlevés, puis après, il y a encore une double rupture, c'est de la société dans laquelle ils vont essayer de vivre, ils ne seront jamais acceptés. Et c'est ça, l'exil, la rupture de la vie quotidienne. Alors, ces ruptures sont souvent accompagnées, bien évidemment, après, il va y avoir une rébellion peut-être qui se fait d'une manière radicale, et c'est ce qu'on voit actuellement, par exemple, en France, lorsqu'il y a eu le problème des banlieues. Je ne sais pas si j'exprime encore une fois dans mes mots cette forme d'exil qui va donner une naissance à une rébellion et à la violence contre ceux qui leur ont enlevé leur propre jeu sociétal pour les mettre dans un endroit comme Aubervilliers, Saint-Denis, etc. Qu'est-ce qu'il leur reste? Que de la rébellion. C'est encore une fois cette violence qui est faite à cause de ces exilés qu'on n'a jamais pu, comment dirais-je, insérer dans la société, puis d'un autre côté, on leur refuse de s'insérer dans la société. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ces mots qui sont peut-être un peu forts. Non, c'est-à-dire l'immigration, les exilés, par exemple, qui s'étaient obligés de s'exiler pour nourrir leur famille, ils avaient un objectif, ils avaient un but. Ils savaient qu'ils allaient dans... La seule chose qui leur faisait le plus peur, qu'ils avaient vraiment, qu'ils craignaient, c'est de mourir à l'étranger et de ne pas savoir. C'est la chose là, qui leur fait le plus peur. Mais ces exilés, par exemple, comme l'immigration et tout ça, ils avaient quand même ils avaient la possibilité, sachant qu'un jour ou l'autre, ils doivent retourner chez eux. Oui, mais... Donc, avec cette idée de retourner chez eux, ils peuvent accepter cet exil, parce qu'ils sont là pour un moment. Mais les gens qui ont été exilés, c'est Mohamed, à Nouméa, à Cayenne, et à tous ces gens-là, c'est un voyage sans retour. C'est un voyage sans retour. C'est ça, on l'a vu dernièrement en Syrie. Toutes les réfugiés, qu'est-ce qu'ils ont pensé? La première des choses, quelqu'un se bagager et je vais rentrer chez moi. Les gens ils croient que l'exil, c'est une souffrance, c'est une souffrance énorme. Et aujourd'hui, on se retrouve, Mohamed, nous sommes à l'automne de notre vie, si on peut l'appeler comme ça. On ne sait même pas ce qui peut se passer d'ici demain, après-demain. Nous avons des enfants qui sont nés en France, qui sont français, que le seul lien avec le pays d'origine, c'est d'y aller de temps en temps pour voir la famille, mais ils sont ancrés pour eux, c'est leur pays qui est là. Nous sommes les véritables victimes de cet exil. Ben, si tu veux, pour revenir, je vais essayer un petit peu de continuer sur ce que tu as dit sur l'exil, par exemple, des gens de Cayenne, enfin, le Taliban, etc. Bon, c'est sûr que, comme tu as dit, c'était un voyage sans retour. Mais je prends les exilés entre guillemets. De ces pauvres, je ne sais pas si tu connais le terme avec les Chibani. Chibani, oui. Ouais. Mais eux, c'est pareil. C'est pratiquement aussi, c'est un départ sans retour. Ils sont venus, ils travaillent sur les chaînes de Renault, de Peugeot, de Citroën ou bien dans les mines du Nord avec les corons du Nord. Et quand tu vois comment ils vivent et arriver au bout de leur vie, quand ils doivent prendre leur retraite, où est-ce qu'ils sont? Ils sont encore dans des foyers aujourd'hui. Allez, parce que le retour en Algérie ou le retour aux racines, ils se sentent encore plus exilés que lorsqu'ils sont partis. Et ça, c'est un drame. Et ça, moi aussi, ça, je peux appeler ça des exilés. Hadou Chibani, quand tu les entends parler, moi, ça, tu sais, j'étais enfin, à Boulogne-sur-Mer, il y avait Hadou Chibani, les anciens de chez Renault. Quand tu t'assois avec eux et que chacun te raconte son histoire, je t'assure que c'est des larmes qui vont couler sur tes joues. Ils sont partis pour justement, dans un but bien précis, c'était d'aider leur famille restée au village, que ce soit en Kabylie, en Oranie ou dans le sud. Et au fur et à mesure des ans, peut-être qu'ils arrivaient à économiser un petit billet d'avion, un petit billet de bateau pour aller chez eux. Ils allaient trouver, ils faisaient. Mais ils avaient peut-être des enfants. Mais lorsqu'ils se retournaient, les enfants ne les reconnaissaient pas ou ne les voyaient pas en tant que père. C'était juste un père biologique. Et le Chibani devait retourner pour travailler sur les chaînes Renault dans les mines. Mais tu t'imagines un petit peu lorsqu'il te raconte ça avec les larmes qui coulent sur ses yeux, que j'ai tout perdu. J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu ma vie
et j'ai perdu aussi le sens de la dignité. Regarde où je suis dans un foyer, dans une chambre de 6 mètres carrés que je dois partager. Ça aussi, c'est entre guillemets, un exil dans l'exil. Et là, ils sont obligés, avec la nouvelle loi là, en France, je ne sais pas s'ils vont l'appliquer, que les Chibani, les retraités, qui ont la nationalité, ils sont obligés de rester en France 9 mois et partir dans le pays pour 3 mois. Il faut avec une obligation 9 mois à la fin de rester. Il y avait le maire de Valenciennes, je ne sais pas comment j'ai oublié son nom, qui était avec Bernard Tapie. Il a voulu faire une loi. Il a même comptabilisé comme quoi ça ne devrait pas coûter trop cher. Et que ces Chibani, on leur donnait la nationalité française de plein droit. Et pour qu'ils puissent être beaucoup plus libres quand ils rentrent chez eux, de ne pas avoir l'épée de Damoclès, il faut qu'ils restent 9 mois là. Donc même à la fin de leur vie, ils sont en train de souffrir. Donc c'est un exil forcé. Et là, sincèrement, l'État algérien, dans des cas comme ça, on le voit rarement défendre ces gens-là. Mais quand même. Et il ne faut pas oublier ici, Mohamed, c'est grâce à ces Chibani qu'ils étaient dans les chaînes de Renault et de toute l'industrie française, ces Chibani, ça qu'ils ont relevé l'économie algérienne. Parce qu'en 62, l'Algérie, elle avait pendant une semaine, 10 jours de bouffe, il n'y avait rien. Ces gens-là, il y avait 400 000 Algériens qui sont venus en France et que chaque mois, ils envoyaient un pécule pour leur famille. Ils ont quand même pu faire marcher cette économie. C'est grâce à ces Chibani. Et aujourd'hui, ils n'ont aucun remerciement, c'est Mohamed. Ah, moi, je te dis, je les ai vus, ça m'a brisé le cœur. Hein, en plus, c'était pendant le Ramadan. C'est que tu sais, c'était quelque chose d'horrible. Bon, bien sûr, tu dis ça à juste titre. C'est eux qui ont essayé de faire revivre l'économie, en tout cas aider l'économie algérienne après l'indépendance. Mais il ne faut pas oublier non plus que ceux qui ont financé la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, c'est eux. Ils ont payé un très très lourd tribut. La semaine prochaine, si Dieu nous prête vie, on va faire une émission sur la Fédération de France et tous ces gens-là qui ont aidé grâce à cet argent, grâce à ce trésor du FLN, que l'Algérie a pu être indépendante, que l'Algérie a pu. Inch'Allah, si Mohamed, on prépare une émission la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie. Ah oui, ça j'aimerais qu'on fasse une émission parce que c'est. D'abord, bon, moi j'ai dépassé les 70 ans, je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir rester dans ce monde, mais d'un autre côté, il faut rendre, comment dirais-je, grâce à cette communauté qui s'est tellement battue, mais qu'aujourd'hui on est en train de montrer du doigt. Ils ont même essayé de faire une loi pour dire que ceux qui avaient la double nationalité ne pouvaient pas avoir accès à certains emplois, etc. Je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment un manque, comment dirais-je. Sincèrement, on a dit ça ne me choque pas. Parce que même si on prend un pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, tout ça, les gens qui ont la binationalité, il y a certains postes qui ne peuvent pas y avoir accès. Par exemple, les postes de sécurité, les postes, par exemple, de l'armée générale, par exemple, pour l'aviation, ça a tout le temps existé. Mais ils l'ont fait d'une manière, mais ils ne savent pas que les Français, s'il y a 63 millions de Français, il y a peut-être 30 millions de Français qui ont la binationalité, américaine, italienne, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas s'attaquer, par exemple, aux Algériens, parce qu'il n'y a que les Algériens qui les intéressent. Et on le voit en ce moment, qu'est-ce qu'ils parlent? Ils parlent que d'immigration, que d'immigration, que d'immigration. Non, mais mais j'en suis persuadé, avec cette nouvelle génération qui monte, avec ces jeunes, tout ça, mais nous, comment on va finir? Est-ce qu'on va préparer aussi nos obsèques à l'avance? Est-ce qu'on va préparer une place? C'est ça, moi, ce qui me fait le plus, de la peine. Parce qu'à demain, on se fait enterrer. Les familles, elles sont disloquées, elles ont disparu. Les maths, les mazalgad, il a ses problèmes, il a quitté l'endroit où il est né, il est parti ailleurs, et ainsi de suite. Ça fait, moi, sincèrement, si demain ça m'arrivait de mourir en Algérie, je vais me faire enterrer où? Même le cimetière de Constantine, il est plein. Les gens qui meurent à Constantine, il faut qu'ils fassent 20 km à Ismara ou l'Amni pour se faire enterrer. Parce qu'il n'y a plus de place. Ils n'ont pas prévu les cimetières, ils n'ont pas prévu. Même dans la mort, on va finir aussi en exil. Toute notre vie, ça a été entre l'aller et le retour. C'est ça
Mais pour les Chibani, j'ai connu beaucoup de Chibani. Il y avait un jeune Marocain qui est parti en retraite et qui s'est battu corps et âme pour défendre les intérêts des Chibani. Il a pu quand même arriver à faire quelque chose, à avoir des logements décents, avoir la possibilité de... Il a fait des mains et des pieds, mais il n'y a plus personne. Mais on va les obliger à rester 9 mois en France pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Il faut qu'ils restent au moins là-bas 9 mois ici. Et 9 mois là, avec une retraite qui se compte sur le bout des doigts. Ou il souffre, il habite dans un foyer qui de 6 mètres carrés. Il mange du lait avec un peu de couscous, avec le lait, et le reste, il l'envoie à sa famille pour nourrir sa famille. C'est les sacrifiés de A jusqu'à Z. Là, vraiment, ils étaient en train de me dire, et puis avec des larmes, comme quoi ils avaient, je répète, tout perdu, non seulement leurs enfants, ils ne les ont pas vus grandir, et leurs enfants, bon, apparemment, ils les considéraient que comme, comment dirais-je, comme père biologique, il n'y avait pas cette filiation réelle. Et puis, ils retournent en France, ils se sentent complètement perdus parce que, bon, et personne, ils n'ont jamais été acceptés, il n'y a pas eu cette intégration entre guillemets. Alors qu'est-ce qu'il leur reste? Même c'est que tout ce qu'ils attendent, avec tous les regrets du monde, c'est qu'est-ce qu'on va faire de moi? Où est-ce que je vais me faire enterrer, etc. Mais tu sais, moi j'étais complètement perdu en les écoutant, parce que je n'arrivais pas à comprendre comment ils avaient pu survivre tout ça. Tu sais, cette souffrance de Shibani face au néant. Il n'a rien derrière lui, c'est qu'il a tout perdu. Devant lui, c'est la mort. Mais où? Même dans la mort, comme tu as dit, il y a une injustice. Où est-ce qu'on va l'enterrer? Qui va s'occuper de lui, etc. Mais absolument rien. Ça, on devrait faire une émission là-dessus. Parce que, bon, je sais qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Ça, on pourra peut-être faire une bibliographie. Mais cet exil dont on parle, et puis l'exil, pour eux, c'est aussi l'exclusion. Parce qu'ils n'ont pas jamais été acceptés en dehors de travailler sur les chaînes Renault dans les mines du Nord. N'ont pas été acceptés. Il n'y a pas un miroir sociétal devant, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est le vide total. Absolument, absolument total. Enfin, ça, c'est un sujet qui est quand même très... Non, bien sûr, c'est un sujet qui est très important. Mais il faut que l'état réciproque de ces gens-là, du Maroc, de Tunisie, tout ça, il faut qu'ils se battent pour essayer d'enlever cette épée de Damoclès, d'obliger le Chibani de rester pendant 9 mois en France et 3 mois en Algérie, ou là au Maroc et en Tunisie. Ce n'est pas propre à l'Algérie. Donc ça, ces pays-là, ils devaient au moins s'associer pour dire, vous allez où? Comme ça, c'est impossible. Je voyais les chiffres des réfugiés syriens. Le chancelier allemand qui viennent de faire une déclaration en disant aux Syriens que vous êtes chez vous en Allemagne. Parce qu'Angela Merkel, quand même, il faut lui rendre un grand hommage. Ah oui, alors là. Voilà, un grand hommage. Eh bien, le chancelier, pourtant, il a dit aux Syriens, vous pouvez rester chez vous, vous êtes chez vous ici. Vous n'êtes pas des étrangers. Il y a 1 million. Et d'autres pays aussi, comme l'Italie, comme la France qui a pris 25 ou 30 000 réfugiés syriens. Et ils en ont fait un plat. C'est ça, la politique française, on a l'impression, le problème numéro 1 ici en France, c'est l'insécurité. Mais l'insécurité, là, c'est en dernier. Et aujourd'hui, on voit les Zemmour, les machins et tous ces gens-là qui... je ne sais pas sincèrement. Mais pour les Chibani, moi j'ai vu des Chibani, même ce qui je me rappelle toujours un vieux qui est décédé dans le funérarium municipal de Marseille, et il avait un peu d'argent. La veille, il avait sorti l'équivalent de 2000 €. وكان حطهم مسكين il avait un pull, une chemise, un pull, حطهم من تحت خلاص باش يعني pour les préserver. والله العظيم je parle de la chair de poule. Et quand on est allé avec sa famille pour essayer de voir qui داو la mort, واحد من la famille قال لي راح البارح لابوست جبت واحد الامانه بصح ما فهمناش وين داها. Je suis descendu à la morgue funéraire, on a sorti le corps pour essayer de voir. Et bon, j'étais obligé de voir dans ces postes avec des papiers. ونلقى مسكين الامانه هذيك نديرها avec un élastique ندورها. والله العظيم الله يرحمه مسكين نديرها مسكينه avec l'élastique. خرجتها عطيتها لواحد من الفاميله تاعو وهي الامانه تاعها.
يعني مسكين شوف même ici ولما هذيك باش il devait rentrer en Algérie avec cette somme là pour pouvoir voilà les véritables sacrifiés. Ces gens-là ils méritent tous les honneurs. Voilà, on devrait faire une journée en Algérie, une journée pour les Chibani qui ont donné leur vie pour ce pays. Comment on mérite tous ces gens-là? Voilà. Mais il faut toujours espérer. Il ne faut pas être fataliste. Il faut espérer que ça soit un jour. Ça, c'est une émission très... C'est dur pour moi de parler tout ça. C'est très, très dur. Parce que même moi qui suis ici aux États-Unis, je me suis jamais... Bon, j'ai fait une carrière, etc. Mais je me suis jamais senti à l'aise dans ce pays. Dans mon esprit, c'était toujours un jour, je vais retourner. Inch'Allah. Voilà, aujourd'hui, je suis grand-père, j'ai 72 ans. Et je sais que demain est un autre jour, mais je n'ai pas, encore une fois, réussi à trouver la paix en moi-même dans cette peau d'exilé, entre guillemets, puisqu'aujourd'hui on parle d'exilé. Non seulement je me sens exilé, mais je me sens aussi exclu. Pas des États-Unis, je me sens exclu de ma communauté en Algérie, parce qu'on n'a plus les mêmes repères, parce que j'ai perdu les codes. J'arrive pas à retrouver les codes que moi j'avais. C'est peut-être dur ce que je dis là, mais c'est vrai. Autant je n'ai qu'un pays, il n'y a pas de pays de rechange, que j'aime mon pays, que je suis nationaliste, etc. Mais autant je sais que les codes que j'ai et avec lesquels j'ai grandi, ça y est, ils sont obsolètes. La société a changé. Et ça, c'est très, très difficile d'accepter. En tout cas pour moi. Je ne sais pas si toi, tu vis ça en France, mais... on est obligé d'accepter ce système, ce climat, on est obligé d'accepter. On n'a pas l'embarras du choix. Mais si on devait faire un choix, c'est sûr que moi, le regret que j'ai, c'est d'avoir... Je maudis le jour où j'ai mis la première fois ici, même en France, là, sincèrement. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés là-bas. Avec des hauts débats, بالعافية والكفاف comme يقولوا. Mais احنا الغرب الظروف يعني nous يعني si on peut parler bon un jour inchallah الغرب on a été obligé. On nous a ou bien vous quittez ce pays sinon vous finissez dans le voilà donc c'est une obligation. Là je vois mon pauvre père là يرحمه. جينا في جوج هو avec une petite valise وانا avec un petit cabas. Imagine j'avais 23 يعني تشوف الواحد مي الغرب بالظروف j'ai une image سي محمد او طاهر الزبيري ومات مسكين الله يرحمه. Il est venu en Marseille en 76 où il avait un cartable تاع les vieux cartables هذوك تاع les anciens facteurs تاع البلاد وهكاك مسكين tu vois c'est في حاله كبيره يعني طاهر الزبيري peut-être c'est parmi c'est un honnête homme qu'on ne veut pas على كل حال صرا ما صرا. Et je l'ai vu هنا واحد يعني ces gens-là كيهضر غير على البلاد مسكين ما يهضرش على حاجه اخرى. يقول لك نهبط البلاد نهبط البلاد يدوني يا الله منين وسي فري كي لو باردون با بالعمله كونت يبرين كالكان سي فيني il ne lâche pas. Et après quand il a pris le pouvoir, il a fait quelque chose de positif. Il a donné la possibilité à tous ces exilés de rentrer chez eux. Et ils ont eu la chance de rentrer chez eux. Parce qu'ils راحوا لبلادهم ماتوا في بلادهم وكملوا الحياة 10, 15, 20 ans اللي عاشوهم ils étaient plus considérés comme des exilés. C'est vrai que c'est malheureux mais c'est difficile à admettre mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut se battre pour ces générations qui viennent. Il faut leur inculquer comme quoi qu'ils ont un grand pays qui est l'Algérie, qui leur appartient. Il ne faut pas laisser ce capital partir comme ça à l'improviste. Il faut se battre, il y a le bled comme que vous le vouliez ou pas, c'est votre pays. Voilà, c'est ça, maintenant il faut se battre pour que ces jeunes-là puissent aller reprendre le flambeau. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons des jeunes capables, des ingénieurs, des médecins, et dans toutes les catégories scientifiques, on a des Algériens aujourd'hui. Donc c'est là qu'il faut inculquer à ces jeunes-là. Oui, vous avez une patrie, vous avez un pays, vous êtes en France, vous êtes français. Il ne faut pas vous laisser marcher. Ce qu'ils ont subi, vos parents, ce qu'ils ont subi, toute l'ouah de la manière. Ces gens-là, cette France, elle a été libérée par vos arrière-grands-parents. Donc il ne faut pas vous laisser faire. Il ne faut pas vous laisser faire. Il faut se battre pour ici et pour là-bas. Et là-bas aussi, vous êtes chez vous. Parce que l'Algérie, ça appartient à tous les Algériens. Ça n'appartient pas à X ou la Y ou la manière. Voilà, je pense que c'est
ce qu'il nous reste à faire, ce qu'on peut faire dans la mesure du possible. Ben, moi, je t'entends, je ne peux pas contredire ce que tu es en train de dire, mais tu es plein d'espoir, tu crois encore, si tu as cet éveil. Moi, je sais pas, j'arrive pas, encore une fois, à être en accordance avec tout ce que j'ai perdu. En quittant le pays, en quittant la France, en quittant l'Algérie, encore une fois pour venir aux États-Unis. J'ai tout le temps été un exilé, mais quand je prends la racine de cet exil, c'est tout simplement que mon pays pratiquement m'a refusé. Bon, c'est dur ce que je dis là, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Moi, quand je vais là-bas, j'ai des difficultés. C'est pas parce que les gens ne sont pas bien ou ils sont bien, non, c'est tout simplement parce que j'ai plus les codes, j'ai plus la manière de parler, la manière de penser est totalement différente. Pourtant, je me sens tout à fait algérien. Je me suis toujours senti algérien de toute façon. J'ai jamais perdu mon algérianité. Mais de l'autre côté de la rive, on n'accepte pas mon algérianité. On n'accepte pas ce que je suis. Et c'est ça qui me fait mal. Bon, je sais que toi, tu es beaucoup plus courageux que moi, tu es beaucoup plus optimiste. Moi, j'ai encore des difficultés. Si tu vas embrasser ça. Et à mon âge, c'est plus des rêves que j'ai parce que mes rêves sont des rêves. Mais je me dis, mais pourquoi non seulement il y a eu cet exil, mais maintenant il y a l'errance psychologique. Je suis comme un vagabond, si tu veux, qui est toujours à la recherche mais c'est de ses racines, parce que mes racines, je les ai, mais toujours à la recherche de récupérer mes racines, de prendre ces fruits de l'arbre. L'arbre, c'est quoi? C'est l'Algérie. Et je veux apprendre les fruits de mon algérianité. J'arrive pas, je ne sais pas. Ça m'est très, très difficile de combattre ça. Et à la C'est sûr, après avoir vécu des années à l'étranger, c'est sûr qu'on est compris. Mais il faut espérer, parce que là, il faut espérer. Je ne dirais pas que l'Algérie va renaître de ses cendres, mais l'Algérie, il y a quand même cette. Moi, j'ai de l'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. Parce que je vois des jeunes Algériens. Bon, c'est vrai, on voit que l'Algérie avec le voyou, le machin. Mais si on devait faire. C'est une minorité par rapport à la masse de jeunes Algériens. Parce que quand on voit par exemple les jeunes quand ils présentent leur bac ou là, quand ils vont à l'université, on voit toute cette jeunesse, Allah Ibarak. Mais ça fait plaisir. Malheureusement, il faut que l'État, s'il veut vraiment préserver ces enfants, qu'on ne veut pas, il faut qu'ils mettent le paquet. Il faut qu'ils mettent le paquet. C'est ça, il faut qu'ils mettent le paquet. Moi, j'ai espoir, Inch'Allah, que ça viendra. Parce que ceux qui gouvernent aujourd'hui, on le souhaite, Inch'Allah, qu'ils resteront, pas éternellement, mais un jour ou l'autre, ils doivent disparaître. C'est une hayat, ça, Moi, je reviens toujours un petit peu à cet exil. Je ne connais pas quelqu'un, moi, en tout cas, ça c'est mon avis personnel, qui quitte son pays, qui quitte ses racines, qui quitte sa patrie par plaisir. Je ne pense pas. Moi, je vois par exemple, c'est les haragas en Algérie. Bon, moi, je ne me vois pas, c'est 50 ans en arrière, je n'étais pas un haraga, enfin, je veux dire, j'ai eu la chance d'étudier, etc. Mais quand je dis, quand on en arrive là, c'est qu'il y a un problème vraiment au sein même de la société pour que ces jeunes enfants acceptent de prendre les dangers et d'aller mourir en mer ou bien dans le fond de cale, dans les bateaux, etc. Je me dis toujours, mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont été laissés pour compte pour qu'ils en arrivent là? Ils préfèrent aller même pratiquement au suicide au lieu que de rester chez eux. Je ne blâme pas encore une fois l'État algérien. Oh non, c'est pas moi. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que. J'essaie de comprendre la causalité de cette recherche de l'exil. Les données. Le problème pour ces jeunes, c'est beaucoup plus la malvie. C'est la malvie. Quand on prend une ville comme Constantine, quand même qui a un passé sur le domaine de la culture, une ville où il y a une grande culture, qu'on ne le veut pas. Constantine, Berk Ben Nebi qui est né à Constantine, Cheikh Mbadi est né à Constantine, Melk Haddad à Constantine.
il y a eu des sommités quand même qui sont sorties de cette ville. Une ville qui a plus de millions d'habitants, il y a qu'une ou deux salles de cinéma. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. La mal-vie, c'est surtout à l'époque où nous sommes aujourd'hui, l'artificielle intelligence, ce qui se passe aujourd'hui, tu prends sur ton écran de téléphone, tu peux savoir ce qui se passe dans le monde dans la seconde qui suit. L'information, on ne nous la donne plus, on va la chercher. Ces jeunes, comme tu dis, il y a la mal-vie, c'est vrai. Mais La mal-vie, c'est quelque chose de très important. Déjà, il n'y a pas de salle de cinéma. Les libraires qu'il y a à Constantine, il y en a peut-être 4 ou 5 pour une population de un million d'habitants. C'est quand même c'est aberrant. Moi, j'avais une petite idée. On devait subventionner le livre avant de subventionner le pain. C'est vrai que le pain aussi, il est nécessaire, mais le livre, il est très important. Pourquoi ne pas faire une loi, par exemple, si le livre il vaut 2000 dinars, de le vendre à 500 dinars, et le reste, c'est l'État qui doit le. Si on veut que cette population, parce qu'ils sont assoiffés dernièrement, le SIL à Alger, la foire du livre, des millions de personnes qui ont visité cet événement colossal, il y a quelque chose ah, d'extraordinaire. c'est vraiment colossal, oui. Donc c'est là, les jeunes, c'est la malvie, c'est Mohamed, c'est la malvie. Dégoûté. يخرج الصباح les cafés elles sont bondés, elles sont pleins. قهوة من بعد على تجي القهوة يوصل تحت الليل il va rentrer. Il a 22 ou 23 ans, il ne sait pas où aller. Sa mère et son père, ils essaient de faire le maximum pour essayer de l'aider. Voilà, c'est ça, c'est la malvie. C'est vrai qu'il y a aussi la mauvaise gestion. On ne peut pas dire que c'est l'État qui est responsable. Les maires, ils ont une grande part de responsabilité. Parce que le maire d'une ville, s'il veut faire de la ville quelque chose de positif, il le fera. Ça, c'est sûr et certain. Il y avait le docteur Barkan, il est encore vivant. Il était maire de Al-Khroub. Mais à chaque fois, il organisait. Moi, j'ai participé à des journées à la Chihani Bachir, des journées. Il donnait vie quand même à cette. Mais c'est Mohamed, il faut espérer. Il ne faut pas se désespérer. Il faut essayer d'espérer. يجيب ربي في الخير ان شاء الله. Il faut espérer, il faut espérer. Ben, Espoir, il ne reste qu'une seule chose. نلحقوا الحراقه على ثاني. enfin, bon, moi, vraiment, tu m'as insufflé quand même cette espérance parce que j'étais un petit peu down, un petit peu déprimé de voir ce qui se passe. Bon, pour moi, comme je disais, moi, à mon âge, on n'a plus les rêves. Mais ce que je me dis, c'est regarder ces jeunes, justement. Et comme tu as dit, on a toute une floraison de ces jeunes qui sont très brillants, etc. Et c'est malheureux de les laisser comme ça. Et toi, alors que bon, c'est eux le futur de l'Algérie, quand 70% de la population, je pense, à moins de 40 ans. Moi, je ne vais pas les voir comme des exilés qui m'ahnaient. Je leur souhaite pas ça. L'exil, les gens pensent que c'est quelque chose de facile. Non, c'est pas facile l'exil. C'est difficile parce qu'ils connaissent je pas suis l'exil. Torturé par cet exil au moment où je te parle jusqu'à maintenant. Pourtant, j'étais super cadre, enfin, je veux dire, alhamdoulilah, de ce côté-là, mais j'ai jamais trouvé la paix avec moi-même à cause de cet exil. Quoi que je dise. Et c'est pour ça que je veux que ces jeunes, comme tu disais, ils sont brillants. Et en Algérie, quand même, et c'est un pays qui est encore neuf et c'est un pays qui ne doit pas vivre en autarcie sur lui-même. Il faut s'ouvrir au monde. À l'ère où nous sommes aujourd'hui. Bon, moi, je ne veux pas dire, je ne vais pas blâmer l'État. Voilà. C'est chacun a une responsabilité. L'État est là, nous avons des institutions. Moi, je pense que c'est plus sociétal. Je ne sais pas, moi, tout le respect que j'ai pour ton papa, c'est des hommes comme ton père, c'est des hommes comme mon oncle, etc., qui ont fait que l'Algérie a été libérée. Malgré tout ce qu'ils ont souffert, mon oncle a été en prison comme ton père a été emprisonné. Mais on oublie ça. Moi, ce que je dis, c'est de donner cette Algérie aux jeunes, donnez-la à ceux qui peuvent, encore une fois, aller sur les sillons de la découverte, les sillons de la science, les sillons, et enfin que ce soit dans les axes. Pourquoi les en empêcher? Moi, c'est ça qui me tue dans mon exil. Et bon, il y en a qui vont dire, mais c'est facile, toi, tu es resté toute ta vie à l'étranger. C'est vrai, mais c'est pas facile. Et je ne l'ai pas fait de gaieté de joie. D'ailleurs, j'avais un métier qui me permettait de retourner souvent en Algérie. Mais toujours est-il que je dis, je ne veux pas que ces jeunes pensent que l'exil, c'est quelque chose de facile, qu'ils vont y trouver leur bonheur. Non, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je vois, bon, moi, Je pense qu'il faut quand même
Comme il dit que le sport fait vivre, parce qu'il faut quand même. Parce que là, si on enlève le côté qu'on est que pessimiste, il y a pas, ça va être catastrophique. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même essayer de faire quelque chose. Et on est au mois de décembre, c'est un mois où il y a beaucoup d'hommes politiques algériens qui sont décédés. كان واحد يعيطوا له سي جمال دردور، je ne sais pas si vous l'avez entendu Deltour, parler. oui. On a déjà parlé de moi, ça. Oui. Il était député du MTLD. Et il faut voir les discours qu'il tenait à l'Assemblée nationale française, avec Boukadoum, c'est extraordinaire. Il est décédé le 5 décembre. Il a vécu 100 ans. Et dans un de ses livres, il disait comme quoi, c'est un sportif qui est à Paris, en 1927-28. Un jour, ils se sont déplacés en Suisse. Et lui, sur la carte d'identité algérienne, française, indigène, pas de nationalité, pas de nationalité. Le douanier n'a pas voulu le laisser rentrer. Et jamais où il a remarqué Allah il était grand de temps. Dès son retour, il disait dans son livre, comme quoi, de suite, il a rejoint Messali Hajj. Et des hommes comme ça, comme si Jamal Deldour, en 64, il a été obligé de fuir l'Algérie, comme Marache. De formation, il est dentiste. Comme Marache, كان يقتلوا مسكين. Il y a aussi Aïd Ahmed, Allah yarhamou, c'est le 25 ou le 26, la commémoration. La semaine prochaine, il y aura une émission sur Aïd Ahmed Si Mohamed. Parce que là, c'est la commémoration de ouais. Voilà, Nordine, je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Tu m'excuses, là, aujourd'hui, j'étais très émotionnel. C'était dur. Ça a été dur, mais enfin, merci encore une fois, Nordine, pour nous donner la chance de nous exprimer. Merci à toute l'équipe technique derrière qui nous permet de faire ces émissions. Et je m'excuse encore auprès de toi, auprès des éditeurs. Si parfois j'ai eu des mots qui étaient un peu durs, mais enfin, j'ai parlé avec le cœur, avec tout cet amour que j'ai pour le pays et ses enfants. ربي يلقنا في خير سي محمد bientôt inchallah la semaine prochaine. Merci. Et nos amitiés à tous les Algériens qui vivent en Amérique latine, en Amérique